Bon, et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Northern Law. Je suis Lawrence et aujourd'hui je vais vous expliquer comment interpréter les vents solaires pour voir les aurores boréales. Donc la première étape en réalité de l'interprétation des vents solaires, ça va être de comprendre les différentes composantes des vents solaires pour après ça savoir si on doit sortir ou non pour voir les aurores boréales. Donc dans cette vidéo en réalité je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer les différentes composantes une par une et vous dire qu'est-ce qu'il faut savoir pour chacune d'entre elles afin de maximiser nos chances de voir les aurores boréales. Donc tout d'abord, pour trouver les données des vents solaires, l'application que je conseille pour trouver les différentes données liées aux aurores boréales et aux vents solaires afin d'interpréter les données, c'est l'application spaceweatherlive.com. En réalité, c'est une application qu'on peut trouver sur mobile, sur Android, ainsi que sur Internet, sur le site web directement spaceweatherlive.com. Puis, par rapport à cette application-là, slash site web, c'est que ça permet vraiment d'avoir toutes les informations de source directement, ainsi que d'avoir une idée approximative de si la force des aurores boréales va être suffisante pour les observer à le moment présent et dans le futur à venir. Bon, maintenant on est sur spaceweatherlive.com. Je vais vous montrer en réalité comment fonctionne le site web de A à Z. En réalité, il n'y a pas à avoir peur en rentrant sur le site web, même s'il y a plein d'informations. Je vais essayer d'y aller étape par étape pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment interpréter les données, puis ensuite comment savoir quand sortir pour voir les aurores. Donc, la première étape, la première affaire qu'on observe sur le site, c'est l'indice KP. L'indice KP, en réalité, c'est supposément un reflet des 3 dernières heures des effets des aurores boréales sur la magnétosphère. Donc en réalité, le KP, c'est une échelle de 1 à 9. L'échelle de 1 à 9, en réalité, je peux avoir un indice KP 0. De 0 à 4, en réalité, c'est un cycle d'activité très faible. Et à partir de 4 jusqu'à 9, ça relève d'un événement supérieur. Donc en réalité, 5, c'est une activité mineure. Après ça, modérée, majeure, forte et très extrême. Donc ça, c'est les différents degrés d'intensité de 5, 6, 7, 8, 9 en réalité, les aurores boréales. Au Québec, ce qu'il faut, c'est un KP de 4 à 5 pour observer les aurores boréales dans le sud du Québec. Bien sûr, le KP n'est pas tout, dans le sens que même si le KP est en dessous de 4, on peut quand même observer les aurores boréales vu que c'est un reflet des 3 dernières heures précédentes. Donc, ce qui ne veut pas dire que même s'il y a eu de l'activité il y a 3 dernières heures, qu'il y en a en ce moment, ou que en ce moment, l'activité des 3 dernières heures qui était mauvaise est actuellement la même. Donc, c'est pour ça que le KP, selon moi, c'est vraiment une mauvaise indice pour les aurores boréales. Ensuite, ça, c'est les prévisions météo. Ça, honnêtement, ça change vraiment rien d'avoir des pourcentages ici. Ça n'a pas vraiment d'impact, je dirais, sur les prévisions. Ça change rien. À, à droite, on a ici le val auroral. Donc, le val auroral, en réalité, c'est comme un modèle 3D qui fait une estimation de les aurores boréales, des chances d'observer les aurores boréales selon un certain endroit. Là, en ce moment, comme on peut le voir, les aurores boréales sont très très faibles. À 10,3 gigawatts, il n'y a rien vraiment comme intensité. Puis ça, c'est, mettons, en vert, c'est les chances d'avoir des aurores boréales. Si vous pouvez voir en bas à gauche, en réalité, il y a marqué Probability of Aurora. Donc 10%, 50%, 90%. C'est sûr qu'à partir de, moi, je vous dirais un bon 20%, vous êtes pas mal sûr d'en voir, là, je vous dirais. Le modèle, c'est sûr qu'avec toi, quand il y a du jaune, ça veut dire qu'il y a vraiment des très très fortes chances que vous voyez des aurores boréales. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour voir les aurores boréales. Bon, maintenant, on va retourner sur les données orales. Donc là, on va se concentrer aussi sur une autre donnée qui est vraiment importante pour savoir si on doit sortir pour voir les aurores boréales, la puissance hémisphérique. La puissance hémisphérique, en réalité, c'est une donnée qui permet de savoir la puissance des aurores boréales. Donc en réalité, la puissance hémisphérique, comme il explique ici, c'est une puissance qui se donne entre 0 et, je vous dirais peut-être au-dessus de 200 et même plus, mais c'est aux alentours de ça. En réalité, je vous dirais, entre 0 et 30, c'est vraiment des données, c'est vraiment des aurores boréales faibles. Puis à partir de 50, je vous dirais, les aurores boréales sont visibles au sud du Québec. Des fois, c'est sûr qu'ils peuvent être en dessous de 50 et être quand même visibles au Québec. C'est juste que au-dessus de 50, en réalité, c'est vraiment une donnée sûre. Parce que l'ovale va être assez large pour atteindre le sud du Québec. En réalité, ça va réussir à atteindre. Oh, si je... En réalité, ça arriverait jusque dans le bas du Québec. En réalité, vu que l'ovale va être rendu plus large, il va se propager plus facilement.
Donc, la puissance hémisphérique, en réalité, est en direct. En réalité, ce que vous faites, c'est que vous suivez la petite ligne ici. Vous regardez que quand c'est orange, habituellement, c'est que là, il commence à être assez puissante, l'aurore boréale, pour être visible au nord du Québec. Au sud du Québec, pardon. Donc, ensuite, les vents solaires. Les vents solaires, en réalité, ça, c'est le premier tableau en bas à gauche, ici. Vent solaire. En réalité, en ce moment, comme on peut voir, le vent solaire est à 320 km/s. Ici, vous pouvez voir comme des courbes des vitesses du vent solaire. En réalité, le vent solaire change tout le temps en temps réel. C'est ce qui est. En réalité, ça, c'est les données qui sortent directement du satellite qui s'appelle, si je me souviens bien, GOES. J'ai pas le nom exact, là. C'est le satellite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Puis ce satellite-là, en réalité, il prend les données des vents solaires qui rentrent dans l'atmosphère terrestre et nous envoie comme un signal 78 le temps que ça va prendre pour que les vents solaires ils partent de c'est ça, c'est Discover jusqu'à la Terre. Donc en réalité, là en ce moment, par exemple, 322 km/s, ça prendrait 78 minutes avant de se propager vers la Terre. Donc dans 78 minutes, le vent à 322 km/s va être rendu dans l'atmosphère terrestre. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis tout dépendant de la vitesse des vents solaires, le temps que ça va prendre pour se rendre à la Terre va être différent. Donc en réalité, comme ça, on peut voir le petit tableau qui a les vents solaires. Ensuite, la deuxième donnée, c'est la densité du vent solaire. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante pour savoir les aurores boréales. La densité du vent solaire va influencer surtout la colorisation et la visibilité des aurores boréales. Donc en réalité, plus que la densité du vent solaire est élevée, c'est, comme ils disent sur le petit tableau, entre 0 et 10, c'est une faible densité. Entre 10 et 20, c'est quand même une pas pire densité. 40, c'est une densité élevée. Puis 60, c'est une densité très élevée. La dernière fois que j'ai fait de l'observation des aurores boréales, justement, à cette île, c'était une densité de 60 et plus. C'était très, très coloré. Les aurores boréales, ils sortaient avec plein de couleurs, du vert, du mauve, quasiment du rouge aussi, si je me souviens, du jaune. Donc, tu sais, c'est vraiment, selon la vitesse selon la densité du vent solaire, on va peut-être avoir des meilleures couleurs pour les aurores boréales. Le vent solaire n'a pas besoin d'être rapide, mais si la densité est très élevée, souvent, ça veut dire qu'il va y avoir des aurores boréales qui vont être produites avec plusieurs couleurs et des piliers de lumière souvent. La troisième donnée, c'est le champ magnétique interplanétaire. Donc en réalité, qu'on appelle le BT plus communément. Le BT en réalité, c'est comme on va dire, un BT. Puis ça, en réalité, le BT, c'est comme le potentiel du champ terrestre. En réalité, le BT, c'est le potentiel du BZ. En réalité, le BT est toujours lié au BZ. C'est comme, moi, je vous expliquerai ça un petit peu comme un aimant. Donc en réalité, c'est le BZ si BT est très élevé, le BZ peut être aussi très élevé. Si le BT est bas, le BZ peut être juste. Parce qu'en réalité, le BT, c'est le potentiel du BZ. Donc plus que le BT est élevé, mieux c'est. BT en réalité, au-dessus de 10, c'est modérément fort, 20, c'est quand même assez fort, 30, honnêtement, c'est un très très fort BT, donc il y a un fort potentiel pour avoir des aurores boréales. Je dirais qu'un BT autour de 15-20, c'est vraiment un très très bon BT. Puis souvent, ça veut dire que le champ magnétique planétaire, s'il est dans le sud, ça veut dire qu'il va y avoir des aurores boréales. Donc là, on va parler de la donnée la plus importante, le BZ. Donc le BZ, en réalité, c'est comme le facteur qui va déterminer si oui ou non vous allez voir des aurores boréales. Si le BZ est au nord, comme en ce moment, il est dans le nord depuis un petit bout de temps, il n'y aura aucunement des aurores boréales parce qu'en réalité, c'est comme la Terre est composé d'un champ magnétique qui est positif. Puis pour que les électrons, les vents solaires rentrent dans la Terre, que ce soit du vent solaire négatif. C'est comme c'est comme un aimant. C'est un positif qui doit rentrer dans un négatif. Si c'est deux positifs, ça va juste se repousser. Puis si c'est un négatif et un positif, ça va permettre au vent solaire de rentrer dans l'atmosphère terrestre et produire les aurores boréales. En réalité, la donnée la plus importante vraiment pour savoir quand sortir, c'est que si le BZ est au négatif depuis plusieurs heures, vous allez savoir nécessairement que les aurores boréales peuvent être produites. Mais le BZ, il faut quand même qu'il soit assez négatif. Il ne faut pas qu'il soit dans le négatif, admettons, du -2, -3.
si les aurores boréales sont pas suffisamment fortes, ben, ça va laisser les vents solaires rentrer. Ça sera pas suffisamment fort pour que les aurores boréales se rendent jusqu'à nous autres, parce que ça va juste laisser rentrer peu de vent solaire, pas assez pour que ça puisse, pas assez pour que les données puissent être assez fortes pour que ça rentre. Ça, c'est une donnée qui est pas très importante. En réalité, c'est juste une donnée qui dit comme quoi, qui fait l'estimation de la force du vent, de la tempête solaire en temps réel. En ce moment, il n'y a aucune tempête solaire, mais quand il y a une grosse tempête solaire, ça dit comme quoi les champs magnétiques étaient vraiment se faire impacter. Le DST prédit ton son. L'important, c'est juste le DST observé. Quand il est dans les moins 100, là, ça veut dire qu'il y a une grosse tempête solaire en cours. Donc, que même si le BZ est rendu positif, il faut quand même sortir parce que la tempête solaire est très très forte. L'onglet magnétomère, tout ça, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter pas s'inquiéter, mais de s'attarder là-dessus. Parce que ça n'a pas aucun impact sur, en réalité, les aurores boréales en général. C'est juste des données qui ont été observées sur les différents satellites autour de la Terre. Ensuite, une dernière donnée qui est très importante à savoir pour observer les aurores boréales, les phases de la Lune. Donc là, en ce moment, par exemple, quand on regarde les données des phases de la Lune, on voit qu'elle est à 70%. Donc en réalité, là, la Lune commence à être assez forte pour nous cacher les aurores boréales. Habituellement, il faut que la Lune soit entre le 1 quart et la nouvelle Lune et l'autre moitié de Lune en réalité pour que vous puissiez observer les aurores boréales. Si la Lune est à plus que la moitié, je vous dirais que c'est moins fameux pour voir les aurores boréales parce qu'elle va faire beaucoup de luminosité dans l'atmosphère terrestre, ce qui va cacher les aurores boréales la plupart du temps. Mais il est quand même possible de observer les aurores boréales quand c'est assez fort, avec une 3/4 de lune ou même une pleine lune. Bon, c'est ce qui conclut ce premier épisode euh, pour les vents solaires des aurores boréales. Donc c'est sûr que je vais faire plusieurs autres épisodes qui vont porter sur différents sujets en lien avec ça. Justement, comment après ça, euh, apprendre les vents solaires, faire des études de cas, savoir euh, quand il faut sortir pour les différentes autres données, les nuages, les autres. Mais c'est sûr que ça va être porté sur d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup trop de sujets, puis sinon ça va commencer à être compliqué tout faire ça dans une seule vidéo. Donc je vous invite à suivre la chaîne pour avoir la suite des prochaines vidéos qui vont porter sur les différents sujets liés aux aurores boréales.